J'étais moi-même surpris un jour. On vient ouvrir la salle TF, on m'appelle. Quand on t'appelle, bon, en plein jour, en général, on n'est pas inquiet. C'est quand on t'appelle la nuit que c'est inquiétant. Comme c'était en plein jour, mes compagnons n'étaient pas inquiets. On se dit, ah, Petit Barry peut-être va être libéré ou bien, je ne sais pas. Et puis on m'amène au camp Kémé Bourema. Je rencontre Siaka Touré. Je peux dire que c'était la première fois que je l'avais en face de moi. Je le voyais de passer, de venir. J'entendais parler de lui, mais on n'a jamais eu à communiquer. Il me dit, voilà, qu'il vient de la part du président. Le président me demande de faire une seconde déposition. J'étais vraiment étonné. Une seconde déposition? Oui. Et qu'est-ce que je dois écrire? Il me dit, toi, tu écris ce que tu veux. Je dis, comment ce que je veux? Je dois dire la vérité, quoi. Il dit, oui, tu écris ce que tu veux. Il dit, je peux vraiment écrire toute la vérité? Tout. Il me dit, oui, tu écris ce que tu veux. J'étais vraiment intrigué. Je dis, je comprends vraiment pas. Il dit, non, c'est le président qui te dit de faire une seconde déposition. Et puis c'est plus tard que j'ai su pourquoi on m'a demandé une seconde déposition. Ismaël Touré, quand il a arrêté Émile Cissé, il a dit que c'est Émile Cissé qui m'a interrogé et que je n'ai pas fait une vraie déposition. J'ai fait une lettre sentimentale au président. Donc, lui, il demande à ce qu'on m'envoie à son niveau que je refasse ma déposition. Je vais cracher la vérité. C'est le mot qu'il aime employer. Et Sékou Touré, pour une fois, n'a pas voulu me livrer à son frère. Donc, il a dit, je vais m'occuper, je vais envoyer Siaka près de Barry et puis il va refaire sa déposition. Il n'a pas voulu me livrer à son frère, qui est imprévisible, parce que lui, il fait ce qu'il veut. Et souvent, son frère est mis devant le fait accompli. Donc, j'ai su, c'était la raison principale pour laquelle il a envoyé Siaka. Parce que j'ai senti que Sékou Touré devant son frère Ismaël, c'est comme s'il perd parfois ses moyens. Quand celui-ci lui demande quelque chose, il ne peut presque pas dire non. Ces relations entre ces deux frères doivent être l'objet d'une réflexion approfondie. Peut-être dans le livre que je consacre à Sékou Touré, j'en parlerai un peu. Et voilà ce que je sais sur la seconde déposition. Et donc cette question revient souvent, Monsieur Barry, à savoir si Sékou Touré était réellement au courant des exactions commises par les gardiens des prisons. Sékou Touré était au courant de tout et il était souvent l'instigateur. Comme je vous l'ai dit, il échangeait des notes avec les détenus. Ce n'est pas avec moi seul. Il a échangé des notes avec tout le monde. Avec Diallo Telli, il y a toute une correspondance entre lui et Telli, où il dit à Telli, tu es face à la mort, est-ce que tu ne peux pas sauver ta famille? Il fait pression sur Telli pour que Telli dise qu'il est coupable. Un jour, il y a un de ses anciens ministres, très connu, Sagno Mamadi, qui a été ministre de la Défense, militant de première heure du PDG, premier maire de Zérékoré. Et Sagno Mamadi, quand il a été arrêté, il n'en revenait pas. Comme il y a beaucoup de jeunes de la forêt au Kambouaro, il a écrit une lettre à Sékou Touré pour dire Ismaël Touré est en train de détruire la révolution. Voici ce qu'il est en train de faire au Kambouaro. Il a réussi à envoyer cette lettre par l'intermédiaire de certains jeunes de la forêt à Sékou Touré. La lettre lui est parvenue. Qu'est-ce que Sékou Touré fait? Il envoie la lettre à son frère Ismaël Touré. Tu te targues d'être vigilant. Comment expliques-tu que cette lettre me soit parvenue? Après cela, Sagno Mamadi est enfermé. On l'oblige à dénoncer 144 personnes. Portos en parle dans son livre « La vérité du ministre ». 144 personnes. Il n'a oublié personne sauf Sékou Touré. Tout le monde est coupable sauf Sékou Touré. Il sera exécuté le 18 octobre. Sagno Mamadi. Membre fondateur du parti, premier maire de Zérékoré, ministre de la Défense, défenseur de la révolution guinéenne. C'est eux qui ont permis à la forêt de rejoindre le grand mouvement d'émancipation. Il y a un autre, Bama Marcel Matou,
Lui aussi, il est de la forêt. Lui, il a été ministre de l'Intérieur. Lui, sa particularité, c'est qu'il est très croyant. C'est un chrétien. Il y croit. Il n'aime pas mentir. Donc, quand il y a eu les premiers interrogatoires, il a refusé naturellement de mentir sur les gens. Il a reçu 3 notes de Sékou Touré. Il en parle avec ses compagnons. Donc, il a été dans la même cellule que Porthos. Porthos en parle dans son livre. La première note est gentille, un peu comme celle que je recevais. La deuxième note est menaçante. La troisième note lui dit « Tu dois dénoncer tous les coupables, depuis le comité de base jusqu'au bureau politique. » C'est un ordre de Sékou Touré qui lui dit de dénoncer les gens. Lui, il a dénoncé plus de 120 personnes dans sa déposition. Quand Ismaël a vu la liste, il lui a dit « Tu veux changer un peu ?» Parce qu'il y avait le nom même de Ismaël là. « Tu veux modifier la liste ?» Il a dit « Non, j'ai reçu ordre. » Il a été exécuté. Bama Marcel Matou. Mais il a dit à ses compagnons de prison, dont Porthos et je crois Alata, « Vous avez eu la chance de ne pas être ministre de l'Intérieur. » Il dit « Je sais des choses que je ne peux pas raconter, même ici. Je sais que je suis en prison et que je suis perdu, que j'ai un pied dans la tombe, mais je ne peux pas les dire. Vous ne pouvez pas savoir ce dont ces gens sont capables. » C'est ce qu'il leur a dit. Vous ne pouvez pas imaginer ce dont ils sont capables. C'est-à-dire, pour garder le pouvoir, tous les moyens sont bons. Donc Sékou Touré savait pertinemment ce qui se passait dans ces prisons-là. Il était l'instigateur. Il est au courant de tout. Rien ne se passe en dehors de lui. Vous consacrez le chapitre 34 à un professeur qui plus est le premier ingénieur hydrologue du pays, Abbas Ba. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce monsieur? Oui, Abbas Ba. Qui apparemment a été élève de Mamadi Keïta. Voilà, il avait 24 ans, le pauvre, quand il a été arrêté. Il venait juste, il a terminé ses études et il venait d'avoir une bourse de stage. Il devait aller en France, je crois au mois de juillet, pour un stage de perfectionnement pour lui permettre de bien remplir ses fonctions au secrétariat de l'Organisation des États riverains du fleuve Sénégal, où il venait d'être affecté. Donc, il devait prendre l'avion à Conakry. Cet avion devait passer par Kankan, puis aller à Bamako. À l'aéroport, le commissaire de police lui dit non, il ne peut pas embarquer et qu'on a besoin de lui à la gendarmerie. T'es étonné pourquoi la gendarmerie? Je ne sais pas, le commissaire. Il faut aller vous présenter à la gendarmerie. Il va se présenter à la gendarmerie, il rate son vol, et puis finalement, il se retrouve au Cambouaro. Donc, il se retrouve, après quelque temps, face à qui? À son professeur de philosophie, Mamadi Keïta. Professeur de philosophie que les étudiants admiraient beaucoup. Il venait de revenir de Genève, tout frais émolu de l'université de Genève. Il donnait des cours sur la vérité, selon Emmanuel Kant. Et voilà le jeune Abbas en face de ce professeur. Et il aimait beaucoup Abbas, c'était un de ses meilleurs élèves. Et il dirige, Mamadi Keïta, un sous-comité du comité révolutionnaire. Il est chargé d'interroger Abbas Ba. On accuse Abbas Ba d'appartenir au réseau d'espionnage français, allemand, au réseau d'espionnage de la CIA, etc. À peu près 12 accusations. Et Mamadi Keïta lui donne ça, lui dit, tu reconnais ça, Abbas, et puis on te laisse tranquille, après on verra ton cas. Abbas n'en revient pas. Donc, on charge quelqu'un qui était du comité révolutionnaire d'aider Abbas à rédiger la déposition. Celui-ci n'avait pas beaucoup d'expérience. Il ne connaît pas les gens dont il parle. Dans cette déposition, on fait dire à Abbas qu'il travaille avec des personnes qui ont pratiquement l'âge de son père. Alors Mamadi Keïta s'est rendu compte et puis il a dit non, le mensonge est trop gros.
on va se rendre compte que c'est trop gros. Donc, il demande au directeur de Oroya, Fodé Berete, d'aider Abbas à rédiger une opposition vraisemblable. Et Abbas joue le jeu, il a compris. Il dit, ah oui, j'ai été recruté par les services secrets français, allemands, de la CIA. On me payait et moi, je recrutais des gens, je les formais. Mais dans la déposition, on dit, cite-nous le nom de tes complices. Mais Abbas a été très généreux. Il n'a cité que des amis à lui qui étaient sortis de la Guinée, donc sur lesquels le gouvernement ne pouvait pas mettre la main. Et voilà. Donc, sa déposition est prête. Il l'enregistre. Au moment où il devait enregistrer, il y a Ismaël Touré qui rentre dans la salle de torture et dans la salle où Abbas se trouvait avec son professeur Mamadi. Et Mamadi Keïta dit à Ismaël, c'est lui, Abbas Ba, qu'on appelait Costa. Il avait pris le nom de Costa, un surnom. Il admirait Costa. C'est lui qu'on appelle Ba, Costa. Ismaël le regarde et dit, il n'a qu'à choisir le lieu où on va le pendre. Il va servir d'exemple à la jeunesse. Le jeune Ba n'en revenait pas. Donc, finalement, il est transféré à Kindia et nous nous retrouvons dans la même salle que Abbas Ba. Voilà, il a joué un grand rôle dans l'animation de la vie culturelle. Il est très versé. Il appartient à la famille de Thierno Ali Boubandian. C'est une grande famille de l'abbé, ceux qui ont l'imama de la mosquée de l'abbé. C'est sa famille qui dirige la prière à la grande mosquée de l'abbé depuis leur grand-père, Thierno Ali Boubandian. Donc, il aidait beaucoup de détenus dans la reprise des versets coraniques, etc. Et c'était un jeune homme très, très ouvert, très dynamique. Et on a eu des rapports très, très fraternels en prison. Il était très lié à Costa Diagne et à Sissoko Amadou. Donc, c'est ainsi que Abbas Ba a passé plus de 7 ans en prison. Pour rien, ses meilleures années ont été perdues. Les perspectives de développement qu'il avait ont été perdues. Et il se retrouvait comme ça, plus de 7 ans, les meilleures années de sa vie. Quand il a été libéré, très difficile de refaire sa vie. Monsieur Barry, je voudrais revenir un petit peu sur Abou Souma, le seul à avoir réussi à fuir le pays lors de l'ouverture des portes des prisons par les commandos du 22 novembre 1970. Comment réussir à avoir une vie normale quand on a réussi à échapper comme ça de la Guinée, hein, de Sékou Touré, et aussi surtout quand sa famille, sa propre famille, a payé le prix fort de cette fuite. Comment on arrive à vivre en fait? Ouais, très difficile, certainement. Je me mets à sa place. Et effectivement, Abou Souma a tout de suite compris que le débarquement n'avait pas réussi et que Sékou Touré était en contrôle du pays. Sékou Touré et ses alliés, c'est-à-dire les Cubains, les éléments du PAIGC, la milice guinéenne. On ne parlait pas de l'armée guinéenne qui était complètement out. Mais il a compris tout de suite que le mouvement avait échoué, que l'objectif que le FLNG visait, c'est-à-dire le renversement de Sékou Touré, n'allait pas se réaliser. Et c'est pour cela qu'il a pris la décision de quitter le pays. Quand il quittait le pays, naturellement, il ne pouvait pas imaginer qu'on allait s'en prendre à toute sa famille. C'est quand il a fait cette déclaration à Jeune Afrique, j'irai un jour libérer mon pays. Il a expliqué certaines choses qui se passaient à l'intérieur du Kambouaro. Il a commencé à livrer les secrets du Kambouaro, que le gouvernement guinéen a pris peur. Parce que tout le secret du régime, c'est le Kambouaro. C'est là qu'on tue les gens, qu'on détruit les Guinéens. C'est la terreur. Et c'est grâce à ça qu'ils se maintiennent au pouvoir. Et ils se sont acharnés sur la famille de Abou Souma. Son oncle
qui avait près de 75 ans. Il a été arrêté dans son champ à Tounifili, c'est dans la région de Boufa. Il était dans son champ. On est venu le chercher pour lui dire ton neveu a pris la fuite, il a trahi la Guinée. Il dit alors qu'est-ce que j'ai à voir dans ça? On dit on l'amène à Kinya. Il était avec nous à Kinya. On arrête ses frères, 3 de ses frères. 2 étaient avec nous à Kinya. Un nommé Souma Faouli, qui était dans la même salle que nous, la salle TF, paralysé des membres inférieurs. Et un second sorti de l'Institut Polytechnique de Conakry, qui était à la salle Préau, également paralysé des membres inférieurs. Lui, il est mort à Kenya par manque de soins. Souma Faouli a été libéré en même temps que nous, mais il est mort en 1985 suite à une crise cardiaque, quand il y a eu ce qu'on a appelé le coup de Diarra Traoré, qui voulait renverser le régime de Lansana Conté pour ramener le régime de Sékou Touré. Il a eu une attaque cardiaque, il est mort, Souma Faouli. Et sa sœur, la sœur de Souma Abou, qui l'a accompagné jusqu'à la frontière, elle a été arrêtée après le départ de Souma. Elle a été enfermée au Kambouaro et mise à la diète noire. Ils l'ont tuée. Et son mari, qui s'appelait Moustapha, était avec nous. On a arrêté son mari, le mari de sa sœur. Il était avec nous en prison. C'était un instituteur qui a joué un rôle dans l'alphabétisation des adultes dans la santé. Moustapha était arrêté parce que sa sœur a accompagné Souma Abou à la frontière. Il a perdu son épouse. Il a eu la chance, lui on ne l'a pas tué. Donc toute la famille de Souma Abou a été agressée par le système. Ils ont voulu détruire toute sa famille. Ils l'ont poursuivi dehors quand il était en liberté. Le régime a payé des sommes énormes pour essayer de l'assassiner. Exactement comme Staline faisait quand il poursuit ses ennemis dehors. Une fois, il marchait, je ne sais pas si c'est à Dakar ou bien en tout cas dans une ville. Il marchait et puis il y a une voiture qui est venue pour le faucher sur le trottoir. Donc il est rentré en Guinée après la mort de Sékou Touré, après la prise du pouvoir par l'armée guinéenne en 1984, mais il est mort 3 mois après des années d'exil, depuis 1971 jusqu'en 1984. Vous écrivez, page 145. Les Kambouaro ne se vident pas et ne se désemplissent jamais. Pour un détenu qui sort, il y a des dizaines d'autres qui entrent. C'est un mouvement perpétuel. Alors ma question c'est, si un gouvernement passe ainsi son temps à remplir ses prisons en créant ou en démasquant des complots de tout genre, à quand le développement du pays? Je crois que c'était le dernier souci. Au début, on a pensé que ce régime allait contribuer au développement du pays. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que ce qui intéressait ces autorités, c'était leur survie. C'était de se maintenir au pouvoir par tous les moyens, même au détriment du développement du pays. On s'est rendu compte qu'effectivement, ce n'était pas leur priorité. Et on a plusieurs exemples, on a plusieurs cas qui démontrent que leur priorité, ce n'était pas le développement économique. Parce que comment ils ont pu détruire les relations qui ont été tissées entre la Guinée et un pays comme la République fédérale d'Allemagne. La République fédérale d'Allemagne a voulu montrer ce qu'elle était capable de faire avec un pays africain indépendant qui est maintenant détaché de la France et qui est autonome dans ses décisions. Ils ont aidé la Guinée dans tous les domaines. Le département qui m'intéressait, c'est la radio. Ils ont construit des nouveaux studios pour la radiodiffusion, équipés avec les équipements les plus performants de l'époque, des années 70, à Boulbinet, en 1967. C'est d'ailleurs à cette occasion que la Guinée cherchait des cadres pour diriger les nouveaux studios de la radiodiffusion. C'est en ce moment, 1967,
que j'ai été affecté comme directeur de la chaîne internationale de la radio et qu'un autre collègue, Mohamed Zayat, a été nommé directeur de la chaîne nationale. On a formé beaucoup de techniciens, des ingénieurs du son dans tous les domaines. Ils ont été formés soit en Allemagne de l'Ouest, soit en Allemagne de l'Est. Tous ceux-ci sont revenus pour travailler dans ces nouveaux studios. Il y avait des experts allemands qui étaient avec nous. Au niveau des télécommunications, des compagnies comme Siemens ont investi beaucoup d'argent aussi pour aider la Guinée. Au niveau de l'armée, Fodeba Keïta a développé des rapports très étroits avec la Bundeswehr, avec l'armée allemande, surtout dans le domaine du génie route. On voulait que l'armée guinéenne ne soit pas une armée simplement assise là, opprimée, mais une armée qui participe à la reconstruction du pays. Donc ce qui intéressait Fodeba, c'était l'expérience dans le domaine du génie. Comment l'armée guinéenne peut être utilisée pour le développement agricole, industriel, des infrastructures de la Guinée. Et l'Allemagne a apporté une contribution énorme. Il a créé une usine, l'usine de chaussures. C'était une usine remarquable. Beaucoup de choses ont été créées par l'Allemagne. Le centre artisanal de Bordeaux, un modèle. Parce que le centre artisanal de Bordeaux, à Cancan, c'était pour la formation professionnelle des jeunes. C'est dans ce domaine, c'est grâce à cela que l'Allemagne a pu être la première puissance en Europe. C'est-à-dire qu'elle a formé des gens, ce n'est pas dans le domaine supérieur, mais pour répondre aux besoins de l'économie. On a besoin de techniciens, on a besoin de plombiers, d'électriciens, des formations moyennes, mais qui sont très demandées. Et à Bordeaux, c'était ça. C'est vraiment un modèle de centre de formation professionnelle qui allait aider les jeunes Guinéens à avoir un métier et à pouvoir contribuer au développement de leur pays. Page 163. Je lis. Le parti avait besoin de mensonges utiles. Dans la phase actuelle du développement de la révolution, il fallait donc aider la révolution. Reconnaître les crimes, si graves soient-ils, dont on était accusé. Alors, le parti et son leader pourraient envisager de vous aider. C'est exactement ce qui est arrivé à Tibou Tunkara. Une figure que vous décrivez noble et belle, mais qui va être à son tour trahie par Sékou Touré. Tibou Tunkara, c'est une des personnes qui a le plus influencé mon développement personnel. Quand j'étais enfant à l'abbé, c'est lui qui m'a fait entrer comme scout, comme éclaireur de Guinée. Nous étions petits et il a créé la première organisation des éclaireurs de Guinée à l'abbé. Et j'ai participé à cette association. Et il nous parlait des jamborées. Il allait participer à ces grandes assemblées de jeunes et nous faisait rêver. Il a créé la première union des jeunes de Guinée. Il n'était pas au début au RDA. Et ce qui l'intéressait, c'était le développement de la jeunesse. Il était membre du syndicat des enseignants et c'est lui qui était le rédacteur en chef de l'organe du syndicat des enseignants. J'ai oublié le titre de cette revue, mais où il a une très belle plume et il écrivait beaucoup d'articles sur la lutte du syndicat des enseignants. Donc, c'est plus tard qu'il a adhéré au PDG et il a été nommé au commissaire à l'information, ministre de l'information. Et c'est lui qui m'a recommandé en fait pour le poste de directeur de la chaîne internationale de la Voix de la Révolution. C'est lui qui a parlé de moi à Sékou Touré en disant il y a des cadres qui sont rentrés et il faudrait les encourager à rester. Il faut leur donner la possibilité de travailler. Et Sékou Touré a dit il faut me les présenter, etc. Voilà. Et je ne voulais pas vraiment aller à l'information. C'est lui qui m'a dit mais on a besoin de toi. On a besoin de toi. J'ai dit mais je suis au ministère des Affaires étrangères, j'enseigne à
l'Institut Polytechnique. Je trouve que je peux être utile, je peux venir de temps en temps vous donner un coup de main, mais il m'a dit non, il faut que tu viennes avec nous. Un jour, peut-être, tu entendras un décret te nommant. Alors ne sois pas étonné. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé un jour en revenant de Lagos en 1967, en avril. J'ai trouvé un journaliste à l'aéroport de Conakry qui m'a dit « Bonjour directeur ». C'est ainsi que j'ai appris que j'ai été nommé directeur de la chaîne internationale de la Voix de la Révolution. C'est ainsi. Et un an plus tard, directeur du bureau de presse, etc., etc. Voilà comment les choses se sont passées. Ibou Tounkara, pour en revenir à lui, on a beaucoup travaillé ensemble, surtout dans les années 1967, pendant la préparation du 8e congrès du Parti démocratique de Guinée, qui correspondait au 20e anniversaire de ce même parti. C'est ce qu'on appelait 8 et 20. Costa a fait un film, 8 et 20. 8e anniversaire du PDG, 20e anniversaire, 8e congrès, 20e anniversaire, et dans lequel aussi je joue un rôle. Donc, Thibou s'est fait des ennemis pendant cette période, surtout de la part de Ismaël Touré. Parce que quand on a ouvert, on disait que c'était le congrès de la bouche ouverte, le 8e congrès. Donc, on a dit à la population, exprimez-vous, ouvrez la bouche, dites ce qui ne va pas. On a fait une émission, La Voix du militant. Et les gens disaient ce qu'ils pensaient et nous a laissé faire. On était contents vraiment en se disant, maintenant, comme dit Mao, les 100 fleurs vont fleurir. Laissez fleurir les 100 fleurs. Jusqu'au jour où, réaction d'Ismaël Touré, du clan de Ismaël Touré, qui dit, insiste auprès du président pour qu'on arrête les émissions, parce que c'est lui qui est visé. Parce que la plupart des gens qui parlaient disaient, le développement économique, ça ne va pas. Nous ne sommes pas satisfaits. Les populations, les besoins des populations ne sont pas satisfaits. Et on ne voit pas d'issue à cette situation. Donc finalement, comme toujours, quand Ismaël veut quelque chose, il l'obtient avec son frère. On nous a dit d'arrêter les émissions et de déposer tous les dossiers à la permanence nationale. C'est-à-dire toutes ces lettres qu'on recevait, les poèmes, les témoignages sur la mauvaise situation économique et sociale du pays. On a tout déposé et on a arrêté les émissions. Et un des grands témoignages, c'était fait par Magasuba Moriba. J'ouvre la bouche, disait-il, mais ce qui va en sortir sera amer. Est-ce que je vais me faire des ennemis? J'en suis sûr. Peu manchot. Et il a fait un article virulent contre la situation économique du pays. Ça a été publié dans Oroya. Et après, on l'a obligé à venir faire son autocritique devant le bureau politique national du parti et le gouvernement pour dire qu'il s'en est pris à des militants, c'est-à-dire les Ismaël, etc. Et vous savez, il finira pendu le 25 janvier au pont des pendus avec Baritoa Baldé Ousmane, de Soufiana Kara, de Soufiana, qui avait aidé Souma Abou, qui lui a prêté sa voiture pour aller à la frontière guinéo-sierra léonaise. Il a été pendu pour cela. Et Thibou Tounkara aussi sera arrêté. Il était à l'époque ministre délégué de la Guinée forestière, sera arrêté à Sérékouré. Et lui aussi sera exécuté à Kindia. C'est ce que je dis, ceux qui sont dans les fausses communes, ceux ou celles, ce sont les pères fondateurs de la Guinée. Ce sont ceux qui contribuaient à reconstruire le pays. C'est les figures qui sont nobles et belles. Ce sont ceux qui sont dans les fausses communes de la Guinée.
On apprend dans ce livre que la Guinée était gérée par un clan dynastique, les Touré et les Keita. Est-ce que vous pourrez nous éclairer un petit peu? Pourquoi Ouais. les Touré et les Keita? Les Touré, on comprend, Ouais. mais les Keita? Les Keita, les gens parlent de Keita Sédou, de Keita Mamadi surtout. Keita Sédou, il est apparenté, les deux sont apparentés à la première dame, André Touré, par alliance. Parce que la mère, c'est difficile à expliquer, la mère de André Touré, qui s'appelait Kaïssa Kourouma, K-I-S-S-A, Kaïssa Kourouma, elle a été mariée en troisième noces au père de Keita Sédou. Et le père de Keita Sédou, c'est l'oncle de Keita Mamadi. Donc là, c'est cette relation qu'il y a entre André Touré, par sa mère, et les Keita, qui sont donc considérés comme de la famille régnante, disons. Keita Sédou a été nommé ambassadeur en Europe occidentale. Il était d'abord à Rome, puis il a été nommé à Bonn, et il couvrait l'ensemble de l'Europe occidentale. Quand il a été nommé à Bonn, je crois que c'est en 1967, ou 70 plutôt, les journaux allemands ont titré « Un criminel nommé ambassadeur à Paris », parce qu'ils avaient déjà des informations sur lui à travers les Allemands. Il y avait 3 Allemands qui ont été enfermés au camp Boiro, dont Adolf Max. Adolf Max, qui était le directeur de la brasserie Sobragi en Guinée, qui a été arrêté, et le directeur du centre artisanal de Bordeaux, du centre professionnel de Bordeaux, un Allemand aussi, j'ai oublié son nom, je m'excuse, qui a été arrêté. Il y a eu plusieurs Allemands qui ont été arrêtés, et le second est mort en prison. Adolf Max a été libéré, a même écrit un livre, Maudits soient ceux qui nous oublient. J'ai oublié le titre en allemand. Donc, les Allemands étaient déjà au courant du camp Boiro. Ils savaient ce que c'était. Ils savaient que certains de leurs ressortissants ont été enfermés pendant des années dans ce camp. Il y avait 3 Allemands, dont 2 touristes. 2 jeunes touristes qui faisaient le tour de l'Afrique occidentale à vélo. Ils sont venus au Mali et ils ont dit qu'ils veulent visiter la Guinée. Et ils se présentent à la frontière de Kouré-Malé, entre la Guinée et le Mali. Les douaniers et les policiers maliens prennent leur nom. Ils leur demandent « Vous êtes de quelle Allemagne? Allemagne de l'Est, la République démocratique allemande ou Allemagne de l'Ouest ?» Ils disent « Non, nous sommes juste des cyclistes. » Nous sommes, oui, mais cyclistes d'où? Ils ont dit « Nous sommes de la RFA, la République fédérale d'Allemagne. » Ils rentrent en Guinée, on les arrête, on les met au camp Boiro. Voilà comment on reçoit les touristes en Guinée. On confisque leurs vélos. Ils se retrouvent en prison, les pauvres, ces jeunes touristes allemands. Ils seront libérés? Et ils ont fait des années, il a fallu l'intervention de André Levin, l'ambassadeur de France en Guinée. C'est lui qui a négocié entre l'Allemagne fédérale et Sékou Touré leur libération. Ils ont été libérés, je crois, en 1974. Oui, en 1974. Et il a fallu un communiqué. Il y a eu des négociations. André Levin a été très habile parce qu'il parle allemand. Quelqu'un, je crois, il est né en Allemagne, il parle allemand couramment. Il a donc aidé beaucoup les Allemands à récupérer leurs citoyens. Et il avait de bons rapports avec Sékou Touré, qui lui faisait confiance aussi. Donc, il a réussi. Et 1 an après, c'est le même André Levin qui a négocié la libération des 18 citoyens français qui étaient enfermés au camp Boiro. Il y avait 18 citoyens français qui étaient comme des otages que Sékou Touré avait pris. Certains, c'était des serruriers. C'était des gens qui avaient des petits ateliers en Guinée, des petits centres de formation. On les accuse de complot, d'État. Ils ne savent même pas de quoi on parle au niveau de l'État. Ils s'occupent de leur petite entreprise. Il a fallu, en 1975, le 14 juillet 1975, ceux-ci ont été libérés. Ce qui a préparé la voie à la visite de Giscard d'Estaing en Guinée en 1978, ce qui a coïncidé avec notre libération. Monsieur Barry, est-ce qu'on peut dire en 2023 que les Touré et les Keita prennent encore un maître en Guinée? Non, ça, je peux pas répondre à cette question. Non, on ne peut pas dire que c'est eux qui règnent encore en Guinée, mais leur famille joue un grand rôle toujours. Mais je vais réfléchir à cette question. J'aimerais donc que l'on revienne un peu sur le parcours tragique de ce médecin vétérinaire, Dr Alpha Diallo de Kankalabé.
Voici ce que l'on peut lire, page 182. Ses collaborateurs l'avaient surnommé M'en-parler, car il était très prudent, sage, pondéré. Il ne prenait aucune décision dans la précipitation. Il prenait tout son temps pour éviter de commettre des erreurs. Parlez-nous un peu de ce médecin-là, M. Barry, qui est également un des descendants d'Alpha Yaya Diallo. Oui, il a été mon ministre de l'Information, Dr Alpha Amadou, et c'était en même temps un père pour moi, et très affectueux, très attentionné. Il a rallié le PDG parce qu'il a été député de l'Abbé. Il était membre de l'Assemblée nationale, l'Assemblée territoriale guinéenne, qui après a été transformée en Assemblée constituante au moment de l'indépendance en 1958. Il a occupé de hautes fonctions dans l'administration guinéenne, au niveau du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Santé et après du ministère de l'Information. Avant cela, il était docteur vétérinaire. Il a travaillé dans plusieurs régions de Guinée. Mais ce qui est important de noter, c'est Dr Alpha Amadou Diallo, c'est l'aristocratie du Fouta, par son père et par sa mère. Sa mère, c'est une sœur de Alpha Yaya Diallo, Néné Dalanda, qui était célèbre à l'époque pour sa beauté. Il y avait des chants en l'honneur de sa maman. Yaya est donc l'oncle de Dr Alpha Amadou. Et son épouse, Massi, hélas, que je ne reverrai pas, elle vient de mourir. Je lui rendais visite chaque fois que j'allais à Conakry. Elle est morte il y a quelques mois. Elle a construit une mosquée avec le nom de son mari, à Mafereya, près de Conakry, vers la région de Forêt-Caria, où son mari avait une plantation qu'elle a pu récupérer. Elle a pu récupérer une partie de la plantation où elle a érigé une mosquée à la mémoire de son mari. Je publie la photo de cette mosquée dans le livre. Et Dr Alpha Amadou était un homme très loyal, comme tous les hommes d'une certaine noblesse. Ils ont le sens de la parole donnée, de l'honneur. Quand ils s'engagent dans quelque chose, ils le font avec loyauté. Un jour, en 1971, Sékou Touré téléphone au domicile de Dr Alpha Amadou à 6 heures du matin. C'est son épouse qui prend le téléphone et se rend compte qu'à l'autre bout du fil, il y a le président. Le président qui chahute, il appelle la femme de Dr Alpha Amadou, la bourgeoise, voilà. C'est une femme, voilà. Et puis il lui dit, alors ton mari, il est là, il est en train de prier ou quoi? Non, il est sous la douche, camarade président. Alors dis-lui que je l'invite à déjeuner. Je l'invite à déjeuner, qu'il passe à mon bureau avant d'aller au sien. On va déjeuner ensemble. J'ai une mission à lui confier. Elle raccroche. Son mari sort de la douche. Elle lui dit, tu sais qui a appelé à 6 heures du matin? Le président. Il t'invite à déjeuner. Je suis sûr qu'il va t'arrêter aujourd'hui. Arrête, téléphoner à quelqu'un à 6 heures du matin pour l'inviter à déjeuner. Je suis sûr qu'il va t'arrêter. Déjà, tous tes collaborateurs, tous sont en prison. Il ne reste plus que toi. Il va t'arrêter. Je suis presque sûr. Alors, Dr Alpha lui dit, bon, de toute façon, donne-moi, je suis invité à déjeuner, mais je préfère quand même prendre un petit déjeuner ici et puis je compléterai là-bas. Et puis il lui dit, bon, si tu n'as pas de mes nouvelles vers 10h, 11h, sache que j'ai été arrêté. Et si au bout de quelque temps tu entends ma voix à la radio m'accuser et accuser d'autres personnes, sache que je le fais malgré moi. Donc il lui dit adieu pratiquement, en bonne et due forme. J'espère qu'on vous laissera dans cette maison parce que ce n'est pas la maison de l'État, c'est moi qui l'ai construite. J'ai pensé à ça. Je me suis dit qu'il ne faut pas habiter dans une maison fournie par l'État.
C'est pour votre sécurité, je vous laisse dans cette maison, je pense. Et puis j'ai 2 plantations, tu sais où elles se trouvent. J'espère que tu pourras, avec l'aide des enfants, exploiter ça pour te soutenir, que Dieu te bénisse, etc. Il lui dit au revoir en bonne et due forme, il prend sa voiture, il s'en va à la présidence, répondre à l'invitation du chef de l'État, qui le reçoit très bien, fait ses éloges. Ah, tu as été mon meilleur ministre. Elle le sert, il l'aide à manger. Et puis à la fin, il lui dit, où est-ce que tu vas? Tu vas à ton bureau ou bien? Elle dit, naturellement, président, après un si bon déjeuner, je vais directement à mon bureau. Il lui serre la main, bonne chance. Bonne chance, au revoir. Docteur Diallo sort, il n'est même pas à 10-12 minutes de la présidence, il va au ministère de l'Information qui était à l'époque situé à Boulbinet, dans les locaux qui abritaient avant l'Institut national de recherche et de documentation, au bord de la mer. Il trouve des gendarmes qui l'attendent et qui lui disent qu'il est arrêté au nom de la Révolution. Il le dépose au Cap Boireau. Ça, c'est en juin 1971. Je crois peut-être quelques jours après mon arrestation. Et après, il est acheminé à Kindia avec nous. Mais notez, on est ensemble à Kindia jusqu'au 18 octobre. 18 octobre 1971, il fait partie des 18 personnes qui ont été sorties de la salle TF ce jour-là et qui ont été exécutées. Il nous disait que son père a été arrêté par les autorités coloniales après l'arrestation de Alpha Yaya, la deuxième déportation de Alpha Yaya à Mauritanie. Vous savez que Alpha Yaya a été déporté une première fois au Dahomey, c'est-à-dire l'actuel Bénin, en 1905, et une deuxième fois, en 1910 ou 1911, à Port-Étienne, qui s'appelle aujourd'hui Nouadhibou. Alpha Yaya est mort, il n'est pas resté longtemps, il est mort de scorbut. Il est mort là-bas, le climat intenable pour quelqu'un qui habitait à la douceur du climat foutanien, se retrouver dans la chaleur du désert, ce n'était pas possible. Il est mort très jeune d'ailleurs, 50 et quelques années, 59 ans ou même pas. Il est mort là-bas. Et en 1968, Sékou Touré, le gouvernement guinéen a décidé de rapatrier les restes mortels de Samori Touré et d'Alpha Yaya. Et Dr Diallo Palmadou a été désigné pour aller à Mauritanie, puisqu'il est un des petits-fils, un des neveux, pour participer au retour des restes mortels de son illustre aïeul. Comme je l'ai dit, il a honoré les héros nationaux et il s'en est pris à leurs descendants. Les descendants de Alpha Yaya, mais aussi les descendants de Samori, comme Petit Touré. Au temps de Sékou Touré, quand une personne était arrêtée, aussitôt, les gendarmes délogeaient toute la famille de la concession. Pourquoi faisait-il cela? Et pourquoi faisait-il? C'est ça, c'est pour humilier la famille, pour la rendre dépendante entièrement. C'est ça. On saisit ses biens, on ferme le compte. C'est-à-dire que la famille se retrouve démunie. Et alors les gens courent, demandent audience au président. C'est ça. Vous dépendez de lui. C'est lui qui va décider de votre sort. C'est ça qu'il aime. Il devient Dieu sur terre. La vie et la mort des gens dépendent de lui. C'est ça. Les concessions, les comptes, l'argent qui se trouvait sur les comptes de ces personnes, où est-ce que ça allait? C'est qui en bénéficiait? Qui s'en soucie? Ils font ce qu'ils veulent. Quand les Télis ont été tués au Cap Boireau, l'adjudant-chef Fadama, c'est lui qui est chargé de surveiller la cellule. Lui, il prend les lunettes de Téli, il prend le chapelet de Téli, il porte les chaussures de Dr Alpha Oumar, qui vient de mourir. Il choisit ce qu'il veut. Et Téli avait de l'argent à son compte. C'est le gouvernement qui le saisit, puisque on saisit les biens. Il est un comploteur, dit-on.
Donc, le gouvernement se saisit de ces biens. Personne ne va savoir ce qu'ils en font. Personne ne pose de questions. Et même les familles ne cherchent pas à récupérer. Ils ont cherché plus tard, mais jamais ils n'ont rien récupéré, sauf peut-être quelques maisons, quelques terrains, difficilement. Même les plantations de Dr Alpha Amadou, sa femme a pu récupérer une partie, puisque les autorités locales s'étaient emparées d'une partie du terrain. À la page 188 de votre ouvrage, vous racontez cette anecdote incroyable. Je lis. Le 18 octobre 1971 marquait le 70e anniversaire de Félix Houphouët-Boigny, qui est né officiellement le 18 octobre 1905. Les féticheurs et marabouts de Sékou Touré lui auraient conseillé de sacrifier 71 personnes, soit l'équivalent de l'âge réel du président ivoirien, pour survivre au président de la Côte d'Ivoire. Vous écrivez, nos compagnons auraient donc servi de sacrifice humain. Monsieur Barry, vous qui avez tout de même côtoyé de près ce président, avez-vous remarqué des attributs ou comportements qui tendaient vers le fétichisme? Il est clair que Sékou Touré croit beaucoup aux religions traditionnelles. Quand je dis les religions traditionnelles, c'est les fétiches, il y croit. Et les témoignages des détenus politiques sont très importants pour les historiens. Les historiens ne peuvent pas découvrir certaines choses sans se référer aux témoignages des détenus politiques qui ont vécu des années et des années dans des endroits isolés où on sait, où on observe les réalités du pouvoir. Et René Gomez, qui a écrit aussi 2 livres importants, Périr, Parler ou périr, c'est un de ses livres, il explique que les détenus ont remarqué on exécutait les détenus par groupe de 5. On a remarqué, par exemple, il y avait Téli Diallo, il y avait Dr Alpha Oumar, il y avait Dramé Alioune, il y avait le capitaine Lamine Kouyaté, et il y avait le lieutenant Alassane. Ils étaient 5 à avoir été mis à la diète noire le même jour. Et ils ont remarqué aussi que lorsque le commandant Silla, Ibrahima Silla, chef d'état-major de l'aviation militaire, a été arrêté et mis à la diète noire quelques années après, ils étaient 5. Il y avait lui. Et ils ont pris 4 jeunes gens qui étaient des migrants. Des migrants, ils s'appelaient tous Boiro, les 4. Donc le commandant Ibrahima Silla et 4 jeunes gens qui s'appelaient Boiro. Ils ont été mis à la diète noire ensemble. Ça faisait 5. Et on a remarqué une deuxième chose, c'est que les meurtres avaient lieu un certain jour, en général dimanche, lundi. Et je suis en train de faire des recherches moi-même. Je ne les ai pas terminées sur certains jours. Par exemple, le 18 octobre 71, le 30 juillet 71. Les dates des arrestations, je sais que moi-même, j'ai été arrêté dans la nuit de dimanche à lundi. Le 13 au 14 juin, j'ai vérifié plusieurs fois. Beaucoup de gens sont arrêtés ou alors sont exécutés à certaines dates. Il paraît que les dates de lundi, dimanche, dans la mystique fétichiste, sont très importantes. Donc il y a ce phénomène que les détenus ont remarqué également, que les meurtres ont lieu certains jours, en général dimanche, lundi. Donc le nombre de personnes qu'on tue ensemble, les dates, les prélèvements qu'on fait, ils font des prélèvements sur certains détenus qui ont été tués, surtout des détenus célèbres. Qu'est-ce qu'ils font de ces prélèvements? Je ne peux pas tout expliquer pour ne pas effaroucher les âmes sensibles. Ouais. D'accord. Donc il y a le fétichisme est réel, c'est-à-dire
les croyances au fétichisme. Même si l'apparence, on porte le grand boubou, on va à la mosquée, on récite le Coran, quelques versets dont on ne connaît peut-être pas la traduction, et ça c'est le vernis. Mais le fond, c'est la croyance en ces actes barbares qui sont d'un autre âge, mais qui malheureusement, les croyances fétichistes ont été à l'origine de beaucoup de meurtres. Une fois, Sékou Touré aurait dit à Dr Alpha Oumar Bari, qui le raconte à un détenu, il paraît que c'est un Peul qui va assurer notre succession. Ça, c'était avant l'arrestation de Téli. Donc, des féticheurs ou des marabouts lui ont dit, c'est un Peul qui va te succéder. Il sera de teint clair, il aura un long cou, il aura... Tout ça là, on le décrit, le profil idéal. Donc, ces gens vont tout gâcher après moi. Donc, il faut qu'il identifie le successeur potentiel. Malheureusement pour lui, il ne le connaît pas, parce que parfois ce successeur se trouve à côté de lui, il ne le sait pas. Celui qui lui a succédé, c'était un de ces hommes d'ordonnance qui l'accompagnait même à la Mecque, partout, à Lansana Conté. Il ne pouvait pas imaginer. Mais les féticheurs doivent vivre, les marabouts doivent vivre. Ils vivent de mensonges, de gros mensonges. On lui a dit qu'il va survivre à Houphouët-Boigny. Mais Houphouët-Boigny est venu à son enterrement. Houphouët-Boigny, non seulement est venu à son enterrement, mais il a aidé la famille de Sékou Touré. J'ai quand même envie de lire les propos d'Houphouët-Boigny à l'endroit de son compagnon de lutte, qui était donc Sékou Touré. Je cite, « Vous êtes un frère, un mauvais frère, mais un frère quand même. En votre âme et conscience, qu'est-ce que la révolution toute verbale dont vous vous gargarisez à longueur de journée et que vous vous prétendez avoir faite a pu apporter à votre pays? Depuis l'indépendance, combien d'hommes avez-vous fait assassiner? Pourriez-vous l'avouer sans baisser la tête, si tant est qu'il vous reste encore une conscience? Monsieur Sékou Touré, la haine née de la jalousie vous égare, altère votre raison. Elle risque de vous pousser au crime. Ressaisissez-vous. » Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, ce sont les mots d'Houphouët-Boigny envers Sékou Touré. Mais à quel moment il lui adresse ces mots? Il lui a adressé ces mots parce qu'il y a eu des hauts et des bas dans les relations entre ces deux hommes d'État. Ils appartiennent au même mouvement, le Rassemblement démocratique africain, né en octobre 1946. D'ailleurs, c'est bizarre, le 18 octobre 1946, date de la naissance d'Houphouët-Boigny, qui sera le premier président. Et Sékou Touré sera un des vice-présidents du RDA, et assez actif, assez dynamique. Mais ce sera, le RDA va triompher partout, sauf en Guinée. Ce sera le dernier pays où le RDA va triompher. Il a fallu l'aide de Houphouët-Boigny. Il a envoyé de l'argent, il a envoyé des cadres du PDCI, du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, et surtout, il a joué de son influence auprès des autorités françaises pour les amener et à accepter Sékou Touré. Donc le changement d'attitude des autorités françaises vis-à-vis de Sékou Touré, Houphouët y a contribué. Et il y a une lettre d'ailleurs que Sékou Touré a écrite à Houphouët dans laquelle il lui demande certaines choses. Cette lettre existe, elle a été publiée. J'en parlerai dans le livre que je consacre à Sékou Touré. Et il a ses problèmes, Sékou Touré, le problème qu'il a, chaque fois qu'il a des difficultés, qu'il échoue, il accuse les autres. Il ne reconnaît jamais qu'il a pu faire des erreurs tactiques ou autres.
Mais il accuse les autres. Quand il a été battu aux élections en 1954 par Diawadou, il ne reconnaît pas. Il prouve que l'administration coloniale a favorisé son adversaire. Mais quand il gagne les élections en 1956, il trouve normal. Alors que les autorités françaises ont favorisé son élection en 1956 au détriment des autres candidats. Parce qu'avec Cornu-Gentil, ils ont décidé de changer vis-à-vis de l'attitude et de favoriser l'ascension de Sékou Touré. Parce qu'il y a eu une réunion secrète entre Sékou Touré et Bernard Cornu-Gentil à Conakry. Bernard Cornu-Gentil lui a dit « Nous pouvons vous aider, mais nous pouvons aussi vous gêner. Nous pouvons vous aider parce que vous avez une certaine audience dans ce pays, au niveau africain, mais nous pouvons aussi vous gêner, etc. » Finalement, il paraît qu'ils se sont entendus, on a ouvert une bouteille de champagne, on a bu, et Sékou Touré, quelque temps après, est devenu vice-président du conseil de gouvernement de la Guinée. Il a gagné les élections après la loi cadre, sous l'autonomie, la semi-autonomie dont les pays africains bénéficiaient. Donc, les rapports entre les deux été rendus difficiles en 1966, quand Kwame Nkrumah était renversé. Il s'est réfugié en Guinée. Et Sékou Touré a fait un discours pour dire qu'il va traverser la Côte d'Ivoire, en fait, pour aller libérer le Ghana. Alors c'est là que Houphouët a réagi pour dire qu'il est pacifiste, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas résister à l'invasion de son pays par des hordes, etc. Et c'est à ce moment qu'a été créé le Front de Libération et tout ça. Les Guinéens qui étaient en Côte d'Ivoire ont manifesté en faveur d'Houphouët-Boigny contre Sékou Touré. Donc, il y a eu des hauts et des bas dans les relations. La famille de Sékou Touré, André Touré, ils ont quitté le Maroc, ils sont venus à Abidjan rencontrer le président Houphouët-Boigny. Et celui-ci, généreux comme toujours, lui a demandé « Qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame ?» Il lui a dit « Je voudrais une bourse pour mon fils. » C'est Houphouët qui a donné une bourse à Mohamed Touré aux États-Unis. Et c'est l'ambassade de Côte d'Ivoire en Guinée qui s'occupait de Mohamed Touré. Il a eu une maison qu'il a achetée en Côte d'Ivoire. C'est Houphouët qui lui a permis d'acheter cette maison. Il recevait, il paraît, beaucoup d'argent chaque année, alors qu'il ne travaillait pas. Ni lui, ni sa femme, même les Américains l'ont dit, dans le réquisitoire contre son fils qui a été arrêté, plus de 200 000 $ chaque année qu'il recevait à son compte. Les gens ne savent pas d'où ça venait. Jusqu'à présent, on se pose la question. Donc, Houphouët a répondu à Sékou Touré, qui le traitait de tout. Les gens criaient à bas Houphouët, valet de l'impérialisme français, etc. Eh bien, c'est lui qui s'est occupé de sa famille après sa mort. Mais il y a toujours eu, du côté de Houphouët, un certain sentiment vis-à-vis de Sékou Touré. C'était un peu l'enfant terrible du RDA, mais qu'il fallait récupérer chaque fois. Il fallait récupérer. Et une fois, l'Allemagne devait refaire le chemin de fer Conakry-Cancan. L'accord était signé. Les Allemands, comme on le sait, très sérieux, ils ont commencé à produire les équipements, les locomotives, les wagons, etc., dans leurs usines.
Et puis, Sékou Touré, il convoque le ministre de la coopération de l'Allemagne, Wisniewski, qui vient en Guinée. J'étais là, j'ai assisté à la réunion, à la case de Bellevue, et il lui dit, notre priorité, ce n'est plus le chemin de fer. On a besoin de tracteurs, on a besoin de ceci, de cela. Il lui dit, le ministre allemand était étonné, il dit, mais, Monsieur le Président, nous avons déjà commencé à produire les locomotives, les wagons, les rails, et ce qu'on a promis, on va le faire. On va refaire le chemin de fer qu'on a créé Cancan. Sékou Touré lui dit non. Ce n'est plus notre priorité. L'argent que vous nous prêtez, j'aimerais qu'on l'affecte. On va acheter des tracteurs en Roumanie, etc. Le ministre allemand était étonné. Il dit, bon, je vais consulter mon gouvernement. Il revient 2 mois après, le ministre allemand, Wisniewski, et puis lui dit, Monsieur le Président, le prêt que nous vous l'avions donné, nous le transformons en don. 30 millions de Deutschmark. Ce n'est plus un prêt, c'est un don. Et nous allons vous aider dans le domaine que vous choisissez. Vous voulez le développement pour l'autosuffisance alimentaire? Sékou Touré dit oui. Eh bien, nous sommes prêts à ouvrir une ferme à Bofa, dans la région de Bofa. C'est une zone agricole très fertile. Et nous allons envoyer nos meilleurs ingénieurs, nos meilleurs experts. Et je vous assure que dans quelques années, la Guinée sera autosuffisante dans le domaine, par exemple, de la production rizicole. Sékou Touré lui dit non, ce n'est pas... Ne vous occupez pas de ça. Qu'est-ce que vous voulez? Mais on a compris plus tard, parce que la Chine avait promis à Sékou Touré et à Modibo Keïta de refaire le chemin de fer Conakry-Cancan jusqu'à Bamako. Ça, c'était en 1966-67. Et Sékou Touré préférait la coopération avec la Chine plutôt qu'avec l'Allemagne fédérale. Et les Guinéens ne le savaient pas parce que ses ministres étaient étonnés quand il a refusé toutes les offres de l'Allemagne. Mais il paraît qu'il recevait déjà des informations de l'Allemagne de l'Est et des pays de l'Est disant que l'Allemagne fédérale prépare un complot contre la Guinée. Voilà. C'est ainsi qu'on a perdu cette opportunité. Et en 1968, le gouvernement de Modibo Keïta du Mali tombe. Le projet chinois ne sera pas réalisé et le projet allemand non plus. Donc la Guinée a perdu cette opportunité de refaire ce fameux chemin de fer qu'on cherche à refaire depuis l'indépendance. Jusqu'à présent, ce n'est pas fait. Conakry-Cancan. Un chemin de fer qui date de l'époque coloniale, qui devait être refait, qui devait être modernisé et qui permettrait de ne pas dépendre de la seule route carrossable pour le transport des personnes et des marchandises. Il paraît que c'est ça, ces croyances maraboutiques ou fétichistes. On lui dit le blanc, c'est sa couleur. C'est-à-dire qu'il doit épouser une femme blanche ou presque blanche, de teint clair. Il doit porter des habits blancs. Il doit avoir un mouchoir blanc et il doit faire toujours des sacrifices de couleur blanche. Par exemple, des colas blanches ou autre chose. Et une fois, au moment où il prenait le pouvoir, il a pris un épervier blanc qu'il a lancé. C'était très beau d'ailleurs, cette image. Après un meeting au stade, il a libéré cet épervier qui devait voler au-dessus du ciel de l'Afrique. Et partout où cet épervier passerait, ce pays serait libéré. Voilà. Donc, la couleur blanche, on dit que c'est sa couleur. Et il faisait souvent ce qu'on appelle les pâtes de sacrifice. Vous savez, quand on fait les pâtes, les pâtes blanches,
sacrifice. Donc, tout ça fait partie des croyances fétichistes.